On accueille notre invité ce matin. Bonjour Frédéric Herman. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau recteur de l'Université de Lausanne. Vous succédez à Nouria Hernandez. Avant cela, on dit 2 mots de votre parcours. Vous avez été doyen de la faculté des géosciences et de l'environnement. On vous connaît aussi en tant qu'expert mondial des interactions entre les changements climatiques et l'évolution des montagnes. Vous voilà recteur depuis début août. C'est tout frais. Comment ça se passe jusqu'ici, Frédéric Herman? On imagine plein de séances, du pain sur la planche, c'est peu de le dire. On a beaucoup de travail, mais ça se passe très bien. On se prépare depuis plusieurs mois. Maintenant, on a commencé avec mon équipe depuis 2 semaines et demie. Oui, on a plus de séances. Mais bon, on découvre plein de choses. L'université est pleine de richesses. Il y a beaucoup de projets. Et puis, on se réjouit de pouvoir contribuer au développement et puis continuer sur les forces de l'université. Il y a plusieurs gros thèmes sur la table. Le premier, c'est évidemment cette pandémie de Covid qui n'est pas terminée. La rentrée, c'est pas tout de suite, c'est dans un mois, ce sera le 21 septembre. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça va se passer? On l'entendait dans nos journaux avec certaines questions autour de la vaccination, autour de l'enseignement à des étudiants vaccinés ou testés uniquement. Est-ce que c'est ce qui vous occupe le plus aujourd'hui, le cadre que vous allez mettre dans un mois avec ce Covid? Oui, bien sûr, c'est une question centrale. Moi, j'espérais comme nouveau recteur que la crise soit terminée. On imagine. Et puis, ce sera encore long. On sait que ce sera pas fini. Ça fait 3 semestres que c'est compliqué. Les étudiants sont derrière des écrans. Il y a des pertes d'emploi pour les étudiants. Il y a du stress pour les enseignants. On doit changer le mode d'enseignement. Mais on a pu voir quand même que depuis 1 an et demi, les universités continuent de tourner. On a pu mettre en place des mesures de protection, donc ça continue. Alors c'est quand même une grande institution. On a 17 000 étudiants. Il y a certains cours, il y aura 800 étudiants dès le mois de septembre. Et donc on essaie vraiment de tout faire pour qu'il y ait un retour sur site, parce qu'on a besoin de recréer les liens communautaires de la communauté. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'assurer quand même cette sécurité. Alors une des mesures principales et notre position qui est très très claire, c'est de soutenir et de promouvoir la vaccination. Donc il y aura la possibilité de se faire vacciner sur le campus. Et ensuite il y aura aussi en même temps une campagne pour la vaccination. Donc il faut absolument que tout le monde se vaccine pour qu'on puisse continuer de fonctionner. Donc en Suisse romande, les écoles, les gymnases ne le proposent pas, mais vous, on l'entend, les universités, l'EPFL également, vous faites le pas. C'est le rôle de l'université d'avoir un spot où on peut se faire vacciner sur le campus? On a la possibilité de le faire. Je pense que oui, on est proche de la science. En plus, on développe des vaccins à l'Université de Lausanne avec le CHUV. Donc, je pense que c'est essentiel qu'on soit très présent et qu'on le défende, oui. Une rentrée en présentiel, idéalement, vous nous dites. Est-ce que ça veut dire que les professeurs vont devoir cesser de faire ce double enseignement en présentiel et à distance également, de doubler leurs cours, ce qui leur amène une certaine charge supplémentaire de travail? Alors notre position, je le disais avant, c'est quand même d'avoir un retour et une présence sur le site. On a besoin d'un campus vivant, mais nous avons investi depuis 1 an et demi dans des infrastructures techniques qui nous donnent quand même beaucoup plus de flexibilité. Et ce qu'on doit s'assurer, c'est que les personnes vulnérables soient protégées. Donc on a quand même une certaine marge de flexibilité. Donc ça veut dire que c'est la double charge de travail, si on traduit ce que vous nous dites, pour les professeurs en présentiel, et ils enregistrent, ils donnent à double leurs cours pour ceux qui sont à distance. Il y a un système hybride où ça peut être fait en direct, il y a des systèmes d'enregistrement, mais j'insiste quand même que l'idée, ce soit quand même d'avoir des cours en présence. En priorité, oui. Sur site. En termes de vaccination, on l'entendait dans notre journal de 7 heures, il y a une certaine pression outre-Sarine qui commence à monter. Ce professeur à Bâle qui dit d'université qu'il est d'accord d'enseigner que si son auditoire est composé d'élèves vaccinés ou testés. C'est quelque chose qui est en train aussi d'arriver en Suisse romande. Vous avez des bruits de ça sur votre campus ? Oui, bien sûr. On a interpellé, on reçoit des emails. Il y a un professeur qui s'est exprimé dans la presse ce matin. Puis comme je le disais avant, nous on reste sur la vaccination avec cette marge de flexibilité. Et puis notre rôle, c'est quand même d'assurer la sécurité de tout le monde sur le campus. Mais il n'y aura pas d'obligation d'être vacciné pour suivre un cours dans un auditoire. Sinon. C'est pas de notre autorité de prendre cette décision. Ça reste une décision. Enfin, toutes les mesures que nous prenons doivent répondre aux autorités cantonales et même fédérales. C'est une décision effectivement politique. Nouveau recteur, ça veut dire nouvelle vision pour l'université. À quoi faut s'attendre avec vous à la tête de cet alma mater? Donc on a beaucoup de projets. On travaille pour l'instant sur notre plan d'intention qui deviendra notre stratégie.
Donc on a de nombreuses priorités. Bon, évidemment, l'UNIL est très présente pour les questions de durabilité, l'égalité des chances. On veut promouvoir aussi l'interdisciplinarité. Et puis je pense que à l'université, on a beaucoup de projets qui ont une science intégrée. Donc par intégrée, je vais vous prendre un exemple, par exemple l'oncologie, où on va du traitement, la compréhension cellulaire jusqu'à l'application clinique. Et ça, on peut le faire dans plein d'autres domaines, et ça appelle à l'interdisciplinarité. Donc ça, on va continuer de le promouvoir. Il y a plein de choses, il y a plein de richesses dans l'université que nous souhaitons exploiter. On a une école de sciences criminelles qui est tout à fait formidable. Il y a la place du sport, il y a des études sur le parcours de vie, il y a des gens qui réfléchissent sur l'économie de demain, la formation des décideurs et décideuses de demain. Il y a toutes les questions climatiques, je répète, par rapport à la durabilité. Et notre rôle, c'est de s'assurer qu'on soit très performant sur tous ces domaines. Vous voulez également que l'université soit davantage connectée à la population, à la vie de la cité. Ça veut dire qu'elle est pour l'instant encore un peu trop dans une tour d'ivoire. Il manque des ponts, des liens pour qu'on comprenne le commun des mortels mieux ce que vous faites? Je pense que c'est déjà le cas. L'université le fait depuis longtemps, mais ce que j'avais proposé dans mon dossier de candidature, c'est de créer un dicaster au sein de la direction de l'université pour mettre en valeur les activités de médiation scientifique. Alors, on a tout un programme d'activités culturelles qui commence. C'est ça que la crise Covid a fait beaucoup de mal. On travaille aussi sur la communication scientifique. Et puis, cette interaction avec la cité... Il faut que l'université sorte de la cité, mais aussi que la cité revienne et rentre à l'université. Et ça, c'est un axe central à côté de la recherche et l'enseignement qui restent les axes centraux d'une université. J'ai pu lire également que vous prônez l'innovation dans les sciences humaines, sciences sociales. Alors quand on pense innovation dans nos têtes, on imagine tout de suite les sciences dures, les startups, c'est le vivier, le core business de l'EPFL. Mais l'innovation dans les sciences humaines, les sciences sociales, ça veut dire quoi, Frédéric Hermand? Il y a plein de questions, les grands enjeux de société actuelle, la transition écologique, les questions d'égalité des chances, le problème des carrières des personnes conformes. C'est des questions centrales en sciences sociales et humaines. Quelle sera l'économie de demain? Et donc, on veut travailler vraiment dans cet esprit de transfert vers la société, que il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'innovation en sciences sociales et humaines. Et peut-être sur un sujet plus précis qui est la transition écologique. Évidemment, les sciences sociales et humaines sont extrêmement importantes. Et elles ont un rôle vraiment clé à jouer dans le challenge auquel on est confronté. Pour faire ce virage climatique, il ne s'agit pas simplement d'avoir de la science très dure, il faut que les mentalités suivent. Il faut que dans les constructions, la vision qu'on en a, ça suive également. C'est là où la science humaine s'intercale et se complémente bien avec les sciences dures sur le changement climatique, par exemple. Il y a cette question de comportement qu'on doit adapter, mais il y a aussi les prises de décision et puis tout le système. Si on voit par exemple la crise, vous savez, je viens de Belgique, on a vu les inondations. Il y a un problème naturel, mais il y a aussi toute une crise de comment gérer le management d'un barrage qui a amené beaucoup d'eau, etc. Et ça reste quand même des questions de sciences sociales et humaines, finalement. Vous parliez de recherche tout à l'heure, c'est un autre pan qui est fortement impacté en ce moment depuis le non, en mai dernier, de la Suisse à l'accord cadre avec l'Union européenne. Depuis lors, la Suisse s'est retrouvée exclue du programme de recherche Horizon de l'Europe. Quelles conséquences très concrètes ça a déjà maintenant pour l'Université de Lausanne? C'est quand même quelque chose de terrible. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. On est exclu de programme, donc il y a des implications financières. Pour nous, il faut savoir que ça représente 15% des financements tiers, si on compare au Fonds national. Alors, il faut savoir que, par exemple, pour l'Horizon 2020, donc le programme précédent, quand il y avait eu le premier retrait, ça représentait 1 milliard de francs de pertes pour la Suisse. Il y a aussi un impact économique. On sait que près de 40% des projets européens concernent des entreprises, que les entreprises, donc des PME, des startups, des spin-offs, qui sont impliqués dans ces projets, ça a un impact directement sur leur chiffre d'affaires, ça crée des emplois. Et puis l'autre point qui est extrêmement important de soulever, c'est que 73% des projets de recherche
n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu ce système de collaboration européenne. Donc ça nous exclut de la première ligue, si on comprend bien, de la Ligue mondiale. C'est plus que ça. Hein. On a cette exclusion, mais il y a plein de recherches qui va simplement pas se faire. Et même si on recrée un système interne, on dit on va remettre l'argent et refaire un système comparable, vu qu'on n'est pas dans un système de collaboration européenne, il y a plein de recherches qui va simplement ne pas avoir lieu. Est-ce qu'on mise pas trop sur ce programme-là européen? On pourrait aussi faire des partenariats avec le Royaume-Uni, avec la Chine. Est-ce qu'on a peut-être un peu trop d'œillères sur l'Union européenne? Il n'y a pas que l'Union européenne dans le monde. Bien sûr, il n'y a pas que l'Union européenne, mais on est quand même au centre de l'Europe. Il y a tout un système. Moi, en tant que chercheur, je prends l'exemple de ma carrière qui s'est développée avec des interactions avec des personnes en Allemagne, en France. Et puis, il y a ce réseau européen qui est extrêmement important. Et puis, il y a la question de la fuite des chercheurs et des chercheuses. La fuite des cerveaux. Il y a une suite, ça va pas s'arrêter là. Il y a des discussions en cours, des négociations. Vous avez bon espoir, malgré tout, qu'on arrive à raccrocher d'une façon ou d'une autre le train de la Suisse dans ces programmes-là, pour en tout cas maintenir la place de la recherche? J'espère, j'aime être optimiste, donc on fait ce qu'on peut. J'en parle ce matin, on en parle dans les médias, on essaye de faire remonter les informations que je vous donne au pouvoir politique, et puis on espère vraiment qu'on pourra revenir dans le système. Un mot sur vous, Frédéric Herman, tout nouveau recteur, 43 ans. C'est jeune pour être recteur. Je vous remercie, comme ça, c'est à 7h du matin. Spontanément, on se dit, waouh, 43 ans, il est déjà recteur. Je sais pas, si vous posez la question à mes enfants, ils vont pas avoir le même point de vue. Mais peut-être aux professeurs, par rapport à la tradition, à ce qui se fait, en général, on arrive à ce niveau-là peut-être un peu plus tard. Non, ce que je veux dire, c'est que ça veut dire, pour vous, les conséquences de ça, parce que vous étiez doyen, vous avez fait de la recherche, vous avez enseigné. Tout ça, c'est des choses que vous devez mettre de côté dès maintenant. C'est pas un deuil à faire, c'est pas trop tôt pour vous de lâcher ça et puis oui? C'est une forme de la carrière universitaire qui s'arrête. Oui, c'est un choix, c'était une opportunité. Après, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont mon âge, de très très grandes entreprises, ils sont plus jeunes, donc je suis pas sûr que mon âge soit vraiment un problème. Moi, c'était une opportunité. Je me suis rendu compte comme doyen que je pouvais avoir un impact au-delà de ma recherche, un impact sur la société. Et puis il y a eu l'opportunité de poste de recteur. Et puis là, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être avoir un impact encore plus grand. Et donc je me suis lancé et puis j'ai été choisi. Ouais. Vous avez un attachement particulier à cette université de Lausanne. Vous êtes belge, vous l'avez dit, vous êtes en cours de naturalisation en Suisse, je crois, si je suis bien renseignée. Mais vous êtes quand même passé, vous avez un sacré parcours. Vous êtes passé avant par le Royaume-Uni, l'Australie, la Californie, le fameux Caltech, le PFZ. Et puis vous choisissez de mettre les racines à l'université de Lausanne. C'est pas que je la dénigre, mais vous avez un attachement particulier à cette université? Oui, parce que j'ai pu avoir des moyens excellents pour pouvoir faire ma recherche. J'ai pu faire l'enseignement que je souhaitais faire. À l'époque, j'avais des offres d'autres universités, des universités américaines notamment. On imagine, oui. Et là, c'était quelque chose de finalement très compétitif, avec un cadre de vie remarquable. Et puis pour moi, c'était un contexte différent où j'étais toujours dans des instituts de technologie, formé comme ingénieur. Mais là, je me suis retrouvé dans un monde avec des sciences sociales et humaines, et puis je découvre plein de choses. Donc oui, donc je suis attaché à l'université, bien sûr. Vous partez pour un seul mandat de 5 ans comme Nouria Hernandez ou 2 comme Dominique Arletta? 5 ou 10 ans? C'est un peu tôt. Vous reviendrez pour me le dire. Merci beaucoup en tout cas. Vous restez avec nous. Vous êtes notre invité jusqu'à 8h, Frédéric Herman.